Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Tout dépend donc de l'heure à laquelle vous nous recevez. Bienvenue dans cette session qui porte sur le protocole de Maputo, un instrument juridique les plus progressistes au monde en matière de droits humains et des femmes. Alors, le protocole de Maputo, comme j'ai commencé par le dire, est un instrument juridique important, non négligeable, qui est comme une boussole. Et comme on le dit, chaque grand texte juridique naît d'une histoire, surtout d'un contexte, d'un rêve. Et le protocole dont nous parlons aujourd'hui est né de la volonté de l'Afrique d'aller plus loin que la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Parlant donc du contexte du protocole, il faut dire que les droits des femmes étaient marginalisés dans les instruments juridiques africains existants. Les violences basées sur le genre, les mutilations génitales féminines, les mariages précoces et le manque d'accès à la santé reproductive étaient largement répandus. Le besoin d'un cadre juridique contraignant et adapté aux réalités africaines s'est donc imposé pour garantir l'égalité des sexes et protéger également les femmes. Et pour l'historique, il faut retenir qu'en 1995, lors d'une réunion à Lomé, des ONG africaines, notamment des organisations de la société civile active, appellent à un protocole spécifique pour les droits des femmes en complément à la Charte africaine des droits de l'homme. De 1995 à 2000, la Commission des droits de l'homme et des peuples, CADHP, a élaboré un projet de protocole avec des experts, des organisations non gouvernementales et juristes internationaux. En 2003, donc 3 ans après, il y a eu l'adoption officielle du protocole, précisément le 11 juillet 2003 à Maputo, en Mozambique, d'où d'ailleurs le nom protocole de Maputo. Et c'était lors du sommet de l'Union africaine. Qu'en est-il des objectifs principaux du protocole de Maputo? Il faut dire concernant les objectifs du protocole de Maputo que cet instrument-là vise à promouvoir et protéger les droits des femmes dans tous les domaines politiques, économiques, sociaux, culturels, sanitaires. Il vise également à éliminer toutes les formes de discrimination à l'égard des filles et des femmes, à reconnaître les droits sexuels et reproductifs, y compris l'accès à l'avortement médicalisé dans certains cas, combattre les violences de genre, y compris les violences domestiques, sexuelles et les pratiques traditionnelles néfastes, renforcer la participation des femmes à la vie publique et politique, garantir l'accès à l'éducation, à l'emploi et à la santé pour toutes les femmes et filles. Comprendre ce protocole, c'est comprendre l'ambition de l'Afrique pour sa dignité et son développement, mais également pour le droit des femmes. Nous allons à présent aborder les droits civils et politiques du protocole de Maputo, qui sont essentiellement liés au niveau de l'article 1 à 11. Et déjà, retenez que le protocole de Maputo est constitué de 32 articles essentiels et il a été ratifié pour le point par 46 pays sur 54. Et donc, vous comprenez déjà qu'il y a 9 pays qui ne l'ont pas encore ratifié. Abordons à présent les droits civils et politiques, comme je viens de l'annoncer, qui se lient de l'article 1 à 11. Les droits civils et politiques sont le cœur battant de toute démocratie. Les articles 1 à 11 du protocole de Maputo rappellent que chaque être humain a droit à la vie, à l'égalité devant la loi, à la liberté d'expression, de réunion et de participation politique. Ces droits ne sont pas abstraits. Ils garantissent que chaque voix compte, que chaque citoyen peut agir, critiquer et contribuer à l'avenir de son pays. Sans eux, le développement reste une illusion. Ils sont le socle sur lequel nous bâtissons une société juste et équitable.
En ce qui concerne le point essentiel concernant les articles 1 à 11, il faut dire déjà que l'article 1 établit les thèmes clés utilisés dans le protocole. L'article 2 parle de l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes. Les États parties s'engagent donc à éliminer toute forme de discrimination à l'égard des femmes par mesure législative ou autre. L'article 3 porte sur le droit à la dignité. L'article 4, le droit à la vie, à l'intégrité et à la sécurité de la personne. Et il faut dire que l'article 4 protège les femmes contre l'exploitation, mais également les traitements inhumains et dégradants. L'article 5 aborde l'élimination des pratiques préjudiciables. Et à ce niveau, les États doivent interdire et condamner les pratiques néfastes, notamment les mutilations génitales féminines, ainsi que le mariage des enfants. L'article 6, quant à lui, est lié à la vie de famille. Il garantit donc l'égalité des femmes et des hommes dans le mariage et la vie de famille. L'article 7 aborde essentiellement les questions liées à la séparation, au divorce ou à l'annulation du mariage. L'article 8 met l'accent sur l'accès à la justice et à l'égalité une fois encore, mais à l'égalité de protection. L'article 9 montre beaucoup plus le droit de participer au processus politique et à la prise de décision. Il engage les États à garantir la participation des femmes au processus politique. L'article 10 met l'accent sur le droit à la paix. Il reconnaît le droit des femmes à vivre dans un environnement de paix et à participer à sa promotion. Et nous ajouterons par rapport à l'article 10 que déjà, lorsqu'il y a conflit, donc lorsqu'il y a absence de paix, les femmes sont doublement exposées. L'article 11, pour terminer cette session liée à l'article 1, qui court de l'article 1 à 11, l'article 11 met l'accent sur la protection des femmes dans les conflits armés. Et dans ce sens, il vient compléter l'article 10 qui met l'accent sur le droit à la paix. À présent, nous allons aborder des aspects essentiels des articles 12 à 21. Alors déjà, quand on met l'accent sur l'article 12 à 21 ou quand on parcourt ce lot d'articles, il est essentiellement lié au droit à l'éducation, à la santé, au travail, à la culture et au développement. Et ces droits traduisent l'aspiration à une vie digne, équilibrée et respectueuse de notre identité. Nous allons donc aborder les aspects liés aux droits économiques, sociaux, mais également culturels de ce lot d'articles-là, 12 à 21. Alors, il faut dire que ces articles-là affirment aussi l'importance de protéger nos valeurs, nos langues, mais également nos ressources naturelles. Ces droits sont la preuve que le développement n'est pas seulement économique, mais aussi social, culturel et identitaire. En les mettant en œuvre, nous bâtissons une Afrique digne et fière de ses racines. Alors, l'article 13, comme je le disais, met l'accent sur le droit économique et social. L'article 14 fait partie des articles phares, non négligeables et incontournables du protocole de Maputo. Et il aborde essentiellement le droit à la santé et au contrôle des fonctions de reproduction. C'est un article crucial qui assure aux femmes le droit de décider librement de leur maternité, de leur contraception. Et également, cet article-là met l'accent sur les sanctions liées au viol, à l'inceste et au danger pour la vie ou à la santé de la mère. L'article 16 aborde le droit à un logement adéquat. L'article 17 aborde le droit à un environnement culturel positif. L'article 18 met l'accent sur le droit à un environnement sain, mais également durable. L'article 19, quant à lui,
faire une ouverture sur le droit au développement durable. Il reconnaît d'ailleurs le rôle des femmes dans le développement et leur droit à en bénéficier. L'article 20 aborde essentiellement les droits liés aux veuves, aux femmes veuves, et il protège leurs droits, notamment le droit à hériter et à continuer d'habiter le domicile conjugal. L'article 21 aborde le droit de succession. Nous allons à présent aborder le plaidoyer essentiellement. Et parlant du plaidoyer, nous allons mettre l'accent sur le plaidoyer lié à la ratification et à la mise en œuvre du protocole de Maputo. Et dans ce sens, il convient de faire de la lumière sur ce que nous entendons d'abord par plaider. Et donc, plaider, c'est convaincre nos gouvernants, par exemple, c'est convaincre également nos parlementaires et mobiliser la société civile. C'est aussi utiliser, par exemple, les médias, les réseaux sociaux ou les différentes plateformes numériques existantes pour que chaque citoyen puisse comprendre et percevoir ce qui est en jeu. Ratifier, alors, c'est beaucoup plus appliquer le protocole. C'est donner un cadre légal qui protège et élève nos populations. La ratification et la mise en œuvre effective du protocole de Maputo sont des impératifs pour garantir les droits fondamentaux des femmes africaines. En particulier, on va dire dans les domaines de la santé, de l'éducation, de la participation politique, de la protection contre les violences. Parlant maintenant de la ratification, nous dirons que les États qui ne l'ont pas encore ratifié doivent le faire et le faire surtout sans réserve, afin de démontrer leur engagement envers l'égalité de genre, mais également les droits humains. Pour les États parties, il est essentiel de travailler à harmoniser les lois nationales avec les dispositions du protocole de Maputo, de mobiliser les ressources pour sa mise en œuvre et également de renforcer les mécanismes de suivi et de recours. Les organisations de la société civile ont un rôle crucial à jouer dans le plaidoyer, le suivi communautaire et la production de rapports alternatifs pour faire du protocole de Maputo un outil vivant et non dormant qui œuvre pour la transformation sociale réelle et juridique au service des filles et des femmes. Nous allons à présent aborder la domestication proprement dite du protocole de Maputo, parce qu'une chose est de signer ce protocole, une chose est de travailler à sa réelle domestication. Alors déjà, ratifier un texte ou un protocole, c'est important, mais l'intégrer dans les législations nationales, c'est encore mieux. C'est ce qu'on appelle essentiellement la domestication du protocole. C'est donc la transposition du protocole de Maputo dans les constitutions et les lois nationales du pays. En l'intégrant dans les constitutions et les législations nationales, on permet aux juges, aux avocats, aux hommes juridiques, mais aussi aux simples citoyens de s'en servir directement. Et avec la domestication, cet instrument devient une arme juridique à portée de main, que ce soit pour les avocats, les juges ou encore pour de simples citoyens ou pour les femmes. Et par contre, nous dirons que sans la domestication, le protocole restera un instrument juridique international moins efficace et moins utile. Et donc, ratifier, c'est donc bien, mais l'intégrer dans la loi nationale est bien encore mieux. Abordons à présent les mécanismes de suivi et d'évaluation. Déjà, comprenons que ce qui n'est pas suivi ne se réalise pas ou ce qui n'est pas suivi a peu de chances de se réaliser. Le protocole a prévu des mécanismes clairs d'évaluation. Ce mécanisme responsabilise plusieurs acteurs comme les nations, les ONG, les commissions africaines, ainsi que tous les citoyens. D'un côté, les États doivent régulièrement soumettre des rapports pour montrer leurs progrès et avancées en ce qui concerne
le respect du contenu des 32 articles du protocole de Maputo. De l'autre côté, les organisations de la société civile ou ONG peuvent produire des rapports alternatifs qui reflètent la réalité du terrain concernant les communes, les régions, les zones et leurs pays. La CADHP, quant à elle, veille à l'application du protocole par les différents États parties. Retenons au niveau donc de cette sous-session que le suivi, c'est le garde-fou qui empêche les promesses de dormir dans les tiroirs. Nous allons aborder brièvement une étude de cas sur l'application du protocole de Maputo. L'application du protocole de Maputo au Mozambique. Il faut dire que le Mozambique a ratifié le protocole de Maputo, comme dit précédemment, en 2005, sans formuler de réserve, démontrant un engagement fort vers les droits des femmes. De plus, plusieurs avancées ont été enregistrées. Il y a par exemple les réformes législatives. Et dans ce sens, il faut dire que le pays a adopté une loi contre les violences domestiques et c'était 4 ans après l'adoption du protocole de Maputo, donc en 2009, et renforcer les dispositions sur les droits reproductifs conformément à l'article 14 du protocole de Maputo. Il y a l'accès à la santé reproductive et parlant de l'accès à la santé reproductive, il faut mettre l'accent sur l'avortement qui est désormais légal dans certaines conditions avec des services disponibles dans les hôpitaux publics, ce qui marque une avancée majeure dans la région. Il y a des défis persistants et donc malgré ces progrès, des obstacles subsistent notamment dans les zones rurales où les pratiques traditionnelles et le manque d'accès aux services freinent l'application effective du protocole de Maputo. Cette étude de cas montre que la ratification du protocole, accompagnée de réformes concrètes et d'un suivi rigoureux, peut conduire à des résultats tangibles. Cette étude de cas souligne également le rôle crucial des organisations non gouvernementales dans le plaidoyer, la sensibilisation communautaire et le suivi surtout des engagements étatiques. Nous allons à présent aborder le rôle des ONG concernant les rapports alternatifs. Donc déjà, les rapports alternatifs sont des documents élaborés par les ONG en complément des rapports officiels des États pour surveiller la mise en œuvre des engagements en droits humains, mettre en lumière les réalités souvent ignorées par les gouvernants et tenir les États responsables. Et pour finir, je dirais relier les expériences locales aux standards internationaux. Les ONG collectent donc des données et témoignages sur le terrain, rédigent des analyses critiques, point par point, par des rapports étatiques et mettent en avant les questions sous-représentées et enfin soumettent ces rapports aux mécanismes de suivi tout en tenant des actions de plaidoyer auprès des institutions et des diplomates. Alors, nous tendons petit à petit vers la fin donc de cette session et nous allons pour finir aborder les réserves liées au protocole de Maputo. Chaque réserve a une limite au rêve africain des droits humains. Certains États font des réserves pour ne pas appliquer certaines dispositions. Et le risque, c'est que le protocole se verra vidé de sa substance. Une réserve, déjà, c'est une déclaration par laquelle un État limite ou exclut l'application de certaines dispositions d'un traité au moment de sa signature. Dans le cadre du protocole de Maputo, cela signifie que certains pays acceptent le protocole mais refusent d'être liés par certains articles qu'ils jugent incompatibles avec leurs lois ou valeurs nationales. Les réserves affaiblissent la portée juridique et l'efficacité du protocole, limitent la protection complète des droits des femmes dans les pays concernés et créent des inégalités dans l'application régionale. Alors, nous tendons lentement vers la fin de cette session qui a porté sur le protocole de Maputo, l'un des instruments juridiques les plus progressistes au monde.
Et retenez que le protocole de Maputo reste une pierre angulaire pour l'émancipation des femmes en Afrique. Si des progrès ont été réalisés, leur rythme n'est encore pas trop lent face aux défis persistants. La veille sur ce protocole est essentielle pour documenter les avancées, exposer les lacunes et maintenir la pression sur les États pour qu'ils respectent pleinement leur engagement et pour que chaque citoyen, chaque homme juridique, chaque femme puisse utiliser le protocole de Maputo comme une boussole. Merci pour l'attention à moi accordée. À la prochaine.